Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, l'émission d'actualité hebdomadaire du Courrier des Stratèges. On va vous expliquer aujourd'hui des choses importantes sur l'armement, la confiscation de l'épargne, la dictature d'Ursula von der Leyen, tous ces sujets qui ont beaucoup hystérisé le débat. Nous sommes le 24 mars. Bienvenue dans cette émission. On va évoquer ça au calme, on va vous parler calmement de l'Union européenne en réalité. On va faire d'ailleurs une émission un peu décalée, puisque je ne sais pas si tu as remarqué que le débat sur cette question du réarmement de l'Europe, Rearm Europe, a beaucoup créé d'émotions, de passion, d'excès, d'hystérie, un peu quand même, non ? Oui, finalement c'est la réaction à l'élection de Trump et au début de la politique de Trump. Et si on compare le premier mandat et le deuxième mandat de Trump, pendant le premier mandat de Trump, il ne s'est rien passé en Europe, quasiment rien. Et là, tout d'un coup, les gens commencent à prendre Trump au sérieux et se disent il faudrait faire quelque chose. Alors, on va venir à ce champ de bataille. Je fais évidemment quelques pages de publicité d'abord, et puis on rentre dans le vif du débat après. Je vous rappelle, le fil Telegram, c'est gratuit. Si vous voulez très facilement avoir accès à toutes nos publications avec un certain nombre de confidentiels, on va progressivement faire la diffusion en direct de nos émissions sur le fil Telegram. Ça suppose des manips techniques, on ne peut pas être partout. Mais donc, abonnez-vous à ce fil Telegram, il est gratuit. La semaine prochaine, on fait un Chaos Global qui est déconcentré, décentralisé, comme on dit. On fera un Chaos Global au siège du Courrier qui est à Abbeville. Ce sera aussi l'occasion de faire une mini-émission pour vous présenter les comptes du Courrier, puisque nous faisons une assemblée générale du Courrier à Abbeville. Donc on vous dira où nous en sommes, c'est la transparence. C'est important pour nous de rester transparent sur notre financement. Notre financement, c'est vous et rien d'autre. Et puis, on a quand même quelques émissions importantes cette semaine. Mercredi, Stratégone, ne le manquez pas. Il y aura, je pense, Eric Denessé, Ulrike Reichsner, Édouard Husson, peut-être un ou deux, mais a priori, je pense qu'on a décidé qu'on se ferait ces émissions à 4. On monte en puissance sur cette émission géopolitique du mercredi. Suivez-la, elle est appréciée. C'est 45 minutes de passage au crible de l'actualité géopolitique internationale. Et c'est fait sans slogan facile. L'objectif n'est pas de nourrir votre colère, l'objectif n'est pas de vous transformer en hamster dans une roue où vous entendez toutes les semaines les mêmes rengaines. L'objectif est de prendre l'actualité et de l'analyser de façon rationnelle et objective, de vous donner les moyens de la déchiffrer. Et les échos sont bien bons, voilà, donc on continue sur cette logique. Et puis cette semaine, on va avoir quelques autres interviews un peu cruciales, notamment demain, mardi 25 mars, vous retrouverez Sophie Delamotte qui va vous parler du projet de loi sur les narcotrafiquants, sur les narcotrafics. C'est la continuité de ce que nous avons fait la semaine dernière sur l'électricité, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et qui a, je pense, suscité pas mal de satisfaction. Les commentaires étaient très bons. Merci à ceux qui prennent le temps de faire des commentaires constructif. C'est l'occasion de redire que les commentaires qui sont là pour dire « Ah, mais vous ne faites pas de la polémique, vous ne faites pas des slogans faciles, vous ne nous répétez pas ce qu'on a envie d'entendre, et puis vous n'êtes pas gentil, et puis vous ne donnez pas des tribunes aux gens, et puis vous faites de la contradiction, vous posez des questions. » On vous aime bien, mais on vous élimine. Statistiquement, d'ailleurs, on constate que ces commentaires de ceux qu'on appelle les haters, les détesteurs, sont aussi des commentaires de gens qui ne s'abonnent pas au Courrier. C'est l'occasion de vous redire que l'activité vidéo du Courrier, elle est marginale par rapport au site et que nous ne vivons que des abonnements au site. Et donc, si vous venez nous expliquer que ce qu'on fait, c'est pas bien et en plus vous ne payez pas, vous comprenez que on préfère malheureusement vivre de notre travail plutôt que de dépendre de subventions cachées de la CIA, du Mossad et autres. Et donc, nous avons besoin de gens qui s'abonnent pour rester indépendants financièrement. Et on n'a pas encore poussé le sadomasochisme jusqu'à investir dans des contenus pour des gens qui nous expliquent qu'on est des nuls. Voilà, si on est des nuls, je veux bien le croire. On change de chaîne et on passe à autre chose. Et puis voilà.
précisément, on a décidé de faire un contenu contrarien sur le réarmement de l'Europe, le réarmement de la France, parce que dans le fil Telegram où nous faisons un sondage par semaine pour saisir vos attentes, vous nous avez dit, nous on souhaite avoir une explication factuelle sur ce qui s'est décidé au Conseil européen. Et on souhaite, au-delà des polémiques de Ursula von der Leyen est méchante, Macron est nul, on souhaite savoir ce qui se passe à froid et sans prise de position partisane. Donc c'est à cet exercice qu'on va se coller aujourd'hui, avec plaisir, sachant qu'on a fait plusieurs articles sur le courrier factuel sur l'état de l'industrie de l'armement, l'état de la défense européenne, de la coopération européenne en matière de défense. Donc si vous voulez des informations factuelles sur où on en est au-delà des polémiques et des écrans de fumée, vous pouvez vous reporter aux articles qu'on a déjà faits et aux autres articles qu'on va publier, donc, ou que nos chroniqueurs publient. Donc ne manquez pas ça. Et puis on va quand même faire un tout petit peu de prise de position partisane, puisque moi j'ai proposé à Édouard, qui avait l'air d'accord, pour une fois, non, c'est une blague, d'appeler cette émission « Le réarmement de l'Europe », deux points, le début de l'indépendance, ou quelque chose comme ça, la route vers l'indépendance. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi finalement on prend ce titre ? Alors d'abord, j'ai dit sous forme de boutade il y a quelques semaines que je n'étais pas souverainiste, que j'étais indépendantiste. Et puis en fait, j'ai découvert que Nicolas Dupont-Aignan pensait la même chose que moi. Donc les grands esprits se rencontrent. Et puis en fait, j'ai découvert surtout cette fin de semaine en relisant le général de Gaulle, ça m'arrive la fin de semaine de relire les textes fondamentaux, que la Bible de Gaulle, voilà, au fil de l'épée. Voilà, de Gaulle disait vers 1965, l'ère des impérialismes est finie, c'est l'ère de l'indépendance qui commence. Et je crois que c'est vraiment le problème, c'est qu'en fait, après le départ du général de Gaulle certainement, certains diront de Georges Pompidou au plus tard, eh bien la France a progressivement quitté la route de l'indépendance pour se mettre dans des choses compliquées dont on parle et dont on voit aujourd'hui qu'on va peut-être en sortir. Alors la question en effet, c'est est-ce que nous allons réussir à revenir sur le sentier de l'indépendance que le général de Gaulle avait tracé, moi je vais dire en tout cas aujourd'hui, on va le détailler, que globalement ce qui se passe en Europe donne une opportunité, donc on va le redire, c'est pas tout blanc ou tout noir, il n'y a pas bien d'un côté, mal de l'autre, il y a des opportunités dans l'histoire. La question c'est est-ce qu'on est un peuple suffisamment mature pour saisir ces opportunités ou pas. Mais c'est sous cet angle-là qu'on va traiter aujourd'hui la question de Rearm Europe, terme qui rend furieux les Espagnols et les Portugais qui ne veulent surtout pas. Et les Italiens aussi. Les Italiens. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Donc Rearm Europe, c'est le plan mis en avant par Ursula von der Leyen, par la Commission européenne. Pourquoi les pays du Sud n'aiment pas cette appellation? Alors, il y a différents motifs. Chez Giorgia Meloni, elle refuse le principe de la dette. C'est-à-dire qu'elle ne européenne. La dette européenne. Parce qu'italienne, elle est d'accord. Elle ne veut pas que ce soit fondé sur plus d'endettement. Elle dit que ça doit être des capitaux propres des pays qui doivent servir à financer la défense. Donc elle ne veut pas d'endettement européen, elle ne veut pas de dette commune. Voilà, mais en revanche, si c'est des capitaux italiens, que les Italiens maîtrisent, elle dit oui. C'est pas une position complètement absurde, hein, on ne peut pas l'écarter d'un revers de main. On va y venir. Voilà. Donc l'idée de réarmement européen, elle ne fait pas l'unanimité, mais ce plan s'appelle Rearm Europe, et on va vous dire aujourd'hui pourquoi chacun, avec des arguments différents, des visions différentes qui sont parfois contradictoires, nous pensons que c'est une opportunité, donc ça ne veut pas dire que c'est tout blanc, mais on pense que ce n'est pas non plus tout noir, et que la vie, à un moment donné, la maturité, c'est d'être capable de naviguer en eau compliquée, et c'est ce qui est aujourd'hui proposé à l'Europe, quoi qu'il arrive, du fait des positions de Trump, redisons-le. Ce n'est pas Ursula von der Leyen qui a décidé dans son coin qu'on allait faire Rearm Europe, c'est un plan qui s'insère dans un retrait américain progressif qui, d'une façon ou d'une autre, arrivera ou qui est imposé. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on va mettre en face, c'est le manque de précision des conceptions
amenés sur la table les uns par les autres. On va parler aussi du Conseil européen, où il y a eu, derrière certains mots, certains concepts, il y a eu pas mal de cacophonie. Il va falloir le dire aussi. Alors voilà, donc on vous propose une émission en 3 parties, comme à l'école. Mais pas à Sciences Po. Mais pas à Sciences Po. Moi, j'ai pas fait Sciences Po. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Moi non plus. J'ai rien fait, monsieur. Donc, on va d'abord vous parler au calme de ce qui s'est décidé ou pas au sommet européen pour sortir. J'ai vu des émissions, des passages grotesques sur ils vont confisquer votre épargne, on va tous se calmer, voilà, et on va tous prendre un grand verre d'eau, ça va nous faire du bien, et on va prendre les choses au calme. Première partie, on va vous dire ce qui s'est dit jeudi à Bruxelles à l'occasion de ce qu'on appelle le Conseil européen. Deuxième partie, on va parler des changements que ce Conseil européen ouvre réels, notamment dans les dogmes néolibéraux qui présidaient à la construction de l'Union européenne. Beaucoup de gens parmi vous passent leur temps à dire le néolibéralisme c'est la monstruosité sur Terre, c'est le mondialisme. Souvent, moi je suis accusé d'être néolibéral. On aura peut-être l'occasion d'aller dire, moi je suis libertarien, je ne suis pas néolibéral. J'ai même écrit un long chapitre dans mon dernier livre sur la critique du néolibéralisme. Mais je crois qu'il faut se réjouir, on va essayer de le faire ensemble, du fait que l'Union européenne tourne aujourd'hui un certain nombre de pages sur la question de ces dogmes néolibéraux et qu'elle accepte d'envisager autre chose. Et puis je voudrais qu'on termine par un pugilat entre Édouard et moi sur les débats que ça ouvre et les sujets qui restent au fond les points de vigilance qu'on doit avoir ou les points à combattre, où on doit mobiliser notre énergie, au-delà de, je le redis, la colère et la peur que j'ai vu charrier par un certain nombre d'influenceurs sur ils vont tout vous prendre et ça va être terrible. Ce sont des armes pour vous neutraliser. Les gens en colère n'agissent plus. Voilà. Nous, on va essayer de vous dire les points sur lesquels il faut qu'on soit vigilant, informé et qu'on agisse dans notre mesure. Je peux faire une très rapide comparaison. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est comme avec la discussion sur les archives Kennedy. Moi, je suis assez sidéré de voir que c'était à peine publié. En quelques heures, 2 jours, 3 jours, il y a des gens qui savaient déjà tout ce que ça nous apportait. Alors qu'il y a 80 000 fichiers. Alors qu'il y a 80 000 pages. Alors, ce qu'on va faire au courrier, ce qu'on peut annoncer, c'est qu'on va voir dans quelle mesure les outils d'intelligence artificielle nous aident à aller plus vite pour traiter les 80 000 pages. Mais encore faut-il les traiter, les 80 000 pages, et poser les bonnes questions à l'IA. Mais alors, j'ai vu des gens qui m'ont expliqué que c'était la CIA, d'autres que c'était Israël, d'autres que c'était un tel. Donc, peut-être qu'il y a des thèses existantes, mais vont-elles être remises en cause ou pas? Eh bien, je crois que la démarche qu'on a aujourd'hui, c'est la même. C'est qu'est-ce qui s'est vraiment dit au Conseil européen? On ne va pas le dire a priori. Et ensuite, on va voir les conclusions qu'on en tire. Alors, on prend le verre d'eau, on respire. Qu'est-ce qui s'est vraiment dit au Conseil européen? Alors, il y a... Je te coupe. Oui. Je rappelle quand même, parce que là aussi c'est l'occasion de réexpliquer, le Conseil européen, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Il y a la Commission européenne, qui est une espèce de secrétariat permanent de l'Union européenne. Mais la Commission européenne a une faculté de proposition de mesures au Conseil européen. En principe, elle ne peut pas agir par elle-même. C'est sujet à débat, mais le Conseil européen, c'est la réunion périodique où les chefs d'État, chefs des États membres de l'Union, se rassemblent pour prendre les décisions politique. C'est le vrai gouvernement de l'Union européenne. Et c'est dans ce Conseil européen que se prennent les décisions pour un certain nombre de sujets à la majorité qualifiée, pour d'autres sujets comme les sujets de défense, à l'unanimité. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est pour que tout le monde comprenne bien, et ça se réunit à Bruxelles. Alors, justement, les sujets d'unanimité ont dominé, puisqu'il s'est agi beaucoup de défense, moi, je vois deux éléments principaux. D'abord, la question de l'attitude à avoir face aux négociations russo-américaines concernant l'Ukraine. Et d'autre part, ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire le plan Rearm Europe, réarmer l'Europe. Alors, parlons d'abord de l'Ukraine. Là aussi, je te coupe. Il faut dire que ces débats étaient portés par le livre blanc sur la défense, qui a été coproduit par la Commission européenne et par le haut représentant de l'Union.
Et donc il y avait un document de 27 pages qu'on va publier dans l'article du Courrier qui est attenant à cette vidéo. Donc si vous voulez voir ce qui était la base des débats et notamment la base des propositions de Ursula von der Leyen, c'est 23 pages de mémoire en anglais, on vous le publie, comme ça vous pourrez voir ce que Ursula von der Leyen a réellement proposé et qu'on va discuter aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à vous reporter à cet article. Alors, parlons de l'Ukraine parce que c'est ce qui a passionné les médias. Quand on va regarder derrière les discussions, il n'y a pas eu d'unanimité sur la façon de faire. Alors, beaucoup de médias disent, on se demande comment contourner la Hongrie et aussi relativement la Slovaquie pour arriver à une vraie position de soutien à l'Ukraine. Sauf que quand on regarde la vraie position de soutien à l'Ukraine, on s'aperçoit que personne n'est d'accord. Même les deux les plus en pointe, on va dire, qui étaient Macron et Starmer, n'ont pas été d'accord sur la façon de faire, puisque se pose la question fondamentale d'un soutien américain si on envoie des troupes européennes en Ukraine. Et là, c'est là que ça coince, parce que effectivement, si on va au bout de la position européenne que Macron voudrait, il ne faudrait pas de troupes américaines, sauf que visiblement, pas de soutien américain, pardon, sauf que visiblement, les Britanniques pensent que si, il faudra bien un appui américain s'il y a des troupes européennes. Puis alors la deuxième question, c'est de savoir si on met les troupes européennes le plus vite possible, ou bien quand il y a eu un accord de cessez-le-feu. Mais s'il y a un accord de cessez-le-feu, à ce moment-là, les conditions auront changé. Bon. Alors là-dessus se greffe le fait que Mme Meloni, toujours elle, trouve que c'est pas une bonne idée d'envoyer des troupes, que c'est pas le sujet. Là-dessus se greffe le fait que il y a toute une position portée par la Pologne, par les Pays-Bas, qui dit on pourra pas se passer de l'OTAN parce qu'en fait il va y avoir une situation de déclenchement de l'article 5 de l'OTAN forcément, puisque forcément la Russie va menacer les pays baltes et la Pologne. Donc on voit qu'il y a une forme de cacophonie qui d'ailleurs dédramatise, comme tu le disais tout à l'heure, la situation, puisque de toute façon il n'y a pas de vote pris à l'unanimité et pour l'instant on n'en est pas encore là. Alors est-ce que, deuxième sujet... Alors finissons sur l'Ukraine. Oui. Donc ce qu'il faut dire, parce qu'il faut le souligner, parce que donc il n'y a pas eu de décision. Alors, beaucoup ont agité le fantasme de on va faire la guerre, blablabla. En réalité, les Européens, moi je reste sur ma ligne, à savoir que on agite l'affaire ukrainienne pour convaincre les normistes de fournir un effort en matière de réarmement, parce qu'une bonne peur vaut mieux qu'une bonne réassurance, mais au fond, personne n'a envie de défendre l'Ukraine dans cette affaire. Et surtout, à partir du moment où les États-Unis décident de traiter avec la Russie, personne ne sait très bien comment on va pouvoir faire. Alors, il y a eu une assise qui a été faite sur le sujet de faut-il que l'Europe l'Union européenne soit représentée aux négociations entre les Américains, les Ukrainiens et les Russes. Alors, c'est là que ça se complique à nouveau, puisque, par exemple, le Premier ministre espagnol dit oui, absolument, et il faut que cette position, nous la communiquions, nous, Conseil européen. Alors là, Madame Kallas, qui est chargée des affaires étrangères pour l'Union, dit « Ah non, ça c'est pas vous qui pouvez le faire, c'est nous, la Commission, qui pouvons transmettre la demande aux Américains et aux Russes et aux Ukrainiens. » Donc on voit que là aussi, il y a des questions fondamentales qui se posent, qui sont d'ailleurs les vieilles questions concernant l'Union européenne et avant elle, la Commission européenne. Est-ce que ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui sont à la manœuvre, ou bien est-ce que c'est la Commission qui tend à devenir le pilote, le vrai gouvernement en fait? Et c'est des questions qu'on va se poser dans les semaines qui viennent. On précise que Madame Kallas, donc, qui est la haute représentante à l'étranger, avait proposé un plan de 5 milliards d'aides à l'Ukraine qui n'a même pas été repris dans les conclusions. Donc, tout ça pour dire, il faut arrêter les fantasmes et on veut faire la guerre à la Russie en Ukraine. C'est beaucoup moins simple que ça et beaucoup plus discuté. Voilà. Ce qui n'aide pas, entre nous, c'est quand par exemple le ministre des Affaires étrangères français dit par notre fermeté nous avons fait peur à M. Poutine. Parce qu'en fait c'est exactement le contraire qui s'est passé. Quand la France a parlé d'utiliser sa dissuasion nucléaire, M. Poutine a été je l'ai dit la semaine dernière, a été très brutal. Donc
il faut éviter les fantasmes dans un sens ou dans l'autre. Je crois que c'est important de le rappeler. Alors, les autres points qui ont été traités, alors, à quoi un service conseil? Alors, il y a des points que je vais peut-être te laisser, au sens où je n'ai pas complètement lu ce qui s'est dit sur l'énergie en particulier, sur la question énergétique, mais bon, j'ai lu attentivement ce qui s'est dit sur réarmer l'Europe, et donc je comprends que le mécanisme fondamental proposé par la Commission européenne, c'est un mécanisme fondé sur une dette européenne avec la possibilité pour les différents pays d'élaborer une stratégie nationale vers le réarmement. Et d'autre part, ce que j'ai compris aussi, c'est que la priorité serait donnée pour l'instant à l'achat de matériel européen à 65%. C'est ce qui a été dit, mais peut-être que tu vas me dire, j'ai pas assez bien lu. Si, tu as bien lu, mais en fait, c'est là qu'il y a un grand flou, c'est que cette préférence communautaire, c'est-à-dire 65% au moins des achats, c'est sur la tranche des 150 milliards de prêts qui seraient levés par une dette européenne commune. C'est ça la stratégie, c'est de dire, en fait, le plan, il est de 800 milliards, et c'est pas clair, mais sur ces 800 milliards, il y aurait 150 milliards conditionnels s'il y a une dette européenne, et sur ces 150 milliards, chaque pays pourrait tirer une enveloppe, avec obligation sur cette enveloppe d'acheter au moins à 2/3 des armes européennes. Ce qui fait notre beurre, puisque nous sommes le deuxième exportateur mondial d'armes devant la Russie, après les États-Unis. Et que le problème, c'est que sur ces 150 milliards ne sont qu'une partie des 800 milliards. Sur les 800 milliards qui restent, il y aurait une proposition de 400 milliards possible à la main de chaque État, rendue autorisée par une dérogation aux règles de Maastricht, et notamment au plafonnement des endettements. Et donc Ursula von der Leyen dit maintenant, si vous voulez vous endetter plus État par État, vous pouvez le faire et vous serez libre d'acheter les armes que vous voudrez. Et c'est là qu'on sait que ce seront surtout des armes américaines. Et son plan est habile. Et il y aurait pour le reste sur les attributions 150 milliards de réaffectation de crédits communautaires, donc notamment sur les fonds régionaux, et ces 150 milliards, là aussi, seraient laissés libres à l'achat, si j'ose dire. Et c'est là que c'est malin, parce qu'en fait, Ursula von der Leyen, elle dit, si les Français veulent un mécanisme d'achat d'armes françaises, c'est par une dette européenne, mais si nous, on peut autoriser chaque pays à s'endetter plus, on va y revenir tout à l'heure sur la fin des dogmes néolibéraux, mais à ce moment-là, ça favorisera les armes américaines, puisque comme le dit le livre blanc, majoritairement, les armes achetées en Europe sont américaines. Et donc, c'est là que moi j'ai été extrêmement agacé par l'attitude d'un certain nombre de souverainistes en France, qui ont dit il ne faut surtout pas de dette européenne. Ben oui, mais sauf que je comprends pourquoi la dette européenne est une solution pleine d'inconvénients, mais c'est la seule qui garantit la préférence communautaire. Si on bloque la dette européenne, on favorise l'achat d'armes américaines. Moi, je serais Trump, je payerais des souverainistes en France pour dire « ah bah la dette européenne ». Ce qui est, d'ailleurs, si on pousse le raisonnement, les 10 souverainistes ne sont pas cohérents, puisque une des vieilles idées des souverainistes, je ne dis pas que j'étais d'accord, mais une des vieilles idées des souverainistes, c'était de faire plier l'Allemagne sur la question de la dette. Et en particulier de la dette européenne. Et tout ce qui se passe actuellement, c'est une remise en cause des critères de Maastricht qui ont été fixés par l'Allemagne. Après avoir dit pendant des années, c'est scandaleux, l'Europe nous empêche de nous endetter, maintenant qu'elle dit ok, elle dit ah c'est scandaleux, elle nous permet de nous endetter. Moi je pense que ça cache quelque chose. Enfin bon, alors donc je t'ai coupé, mais voilà, c'est ça le mécanisme financier. Le truc c'est que ça n'a pas été décidé. Ça n'a pas été décidé parce qu'il n'y a pas d'accord. On disait tout à l'heure que, par exemple, l'Italie ne voulait pas cette forme d'endettement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en veut pas, mais d'ailleurs, il y a une cohérence italienne dans le fait que la dette italienne est possédée par des capitaux italiens. Grande différence avec la France, hein, faut toujours le rappeler. Mais toujours est-il que ça ne fait pas avancer la machine. D'autant plus qu'on sent bien que Mme Meloni, au fond, elle attend de voir ce qui se passe entre M. Trump et M. Poutine, et que c'est ça sa boussole. On a
ensuite, bien sûr, la Hongrie qui est prête à mettre un veto, puisqu'il faut l'unanimité, et qui dit on ne doit aider l'Ukraine que pour faire la paix, pas pour faire la guerre. Et puis, je soulignais tout à l'heure les différends entre Starmer et Macron, qui peuvent être de l'ordre de la nuance, sauf que, Starmer n'est pas dans l'Union européenne, hein, qu'il n'y ait pas de confusion, mais malgré tout, ce qui se ferait ne se ferait pas sans la Grande-Bretagne. Bon. Et puis, il y a une grande inconnue qui est l'Allemagne, puisque l'Allemagne, elle est entre deux chanceliers. Il y a un chancelier sortant et un chancelier rentrant, dont il faut quand même qu'il soit confirmé par le Parlement allemand. Donc l'Allemagne ne peut pas faire entendre une voix forte. C'est intéressant, c'est un laboratoire. Qu'est-ce qui se passe quand l'Allemagne est affaiblie? Et là, je ne sais pas si Macron se rend compte du fait qu'il a vraiment un laps de temps qu'il devrait utiliser au maximum pour prouver que, allez, soyons facétieux, que l'Union européenne peut fonctionner sans l'Allemagne. Mais c'est là qu'on a collectivement un problème, c'est que Macron s'est tellement décrédibilisé et la France est tellement affaiblie aujourd'hui et rongée par les dettes que... Voilà. Bon, bref. Alors, continuons. Tu veux que j'évoque 2 ou 3 autres sujets sur le contenu du Conseil ou pas? Alors, j'ai vu qu'il a été question d'énergie, mais je ne suis pas allé sur l'énergie, plus loin. ça a été relativement secondaire, parce qu'en réalité, l'objectif de la position de l'Union européenne est de dire qu'il faut devenir de plus en plus indépendant en matière d'approvisionnement énergétique. Ça veut dire donc continuer à ne pas acheter de gaz russe, mais en réalité le vrai enjeu sur lequel on reviendra vendredi avec Ulrike Reisner, ce ne sera pas jeudi mais vendredi, sur l'union du marché des capitaux en Europe, l'union bancaire. La position que moi je retiens de ce Conseil européen, c'est qu'au fond, l'Ukraine, c'est un hocher qu'on donne pour agiter les esprits, et ça marche très bien, puisqu'il y en a qui vous parlent tout le temps de ça. En réalité, le vrai sujet du Conseil européen, de mon point de vue, a été de dire qu'il faut qu'on se donne les moyens de rétablir la compétitivité de l'industrie européenne. Sur 2 sujets, sur l'armement, bien sûr, et sur comment on se réarme, mais indirectement sur la réponse au protectionnisme américain, c'est-à-dire comment on va faire pour éviter que le prix de nos biens n'explose et comment on va faire pour continuer à exporter. Et que, je le redis, je pense que l'affaire ukrainienne, c'est un écran de fumée. C'est-à-dire que personne ne croit qu'on va aller en Ukraine et personne ne pense qu'on va peser. Et puis je pense que tout le monde s'en fout de l'Ukraine. Donc on parle de la menace russe parce que ça permet d'agiter l'esprit. Je pense que personne n'y croit vraiment. Peut-être les Baltes, peut-être les Polonais. Mais pour le reste, les autres se disent, ça occupe les esprits, ce sont des os à ronger. Le vrai sujet, c'est comment on répond au protectionnisme de Trump et comment on fait pour permettre à notre industrie de se développer. Il y a un sujet dont on devra parler, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui, à cause de sa politique de la période Covid, a raté le Brexit, alors qu'elle avait tout pour le réussir, et qui aujourd'hui est très crispée sur la question ukrainienne, parce qu'elle espérait mettre la main, par exemple, sur des ressources naturelles en Ukraine, et que si ça ne se passe pas comme elle avait pensé, ça va être compliqué. Donc, en fait, on a une puissance extra-Union européenne qui essaye de peser sur les débats intra-Union européenne. En partie parce que nous en avons besoin militairement. Parce que le sujet qui se passe, en réalité, on s'en fout de l'Ukraine, pour le dire. Les Anglais, probablement pas, parce qu'en plus, ils ont une vieille histoire avec les Russes, on n'a pas compris quoi. Mais ça, je l'expliquerai un jour. Il faut qu'on fasse une interview sur Benjamin Disraeli, qui est le début de la politique anti-russe du Royaume-Uni. Bon, on fera ça. Mais donc d'ici là, il y a un sujet Grande-Bretagne, Russie qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour le reste, en Europe, on a besoin en partie de l'armée britannique, donc on ne peut pas complètement l'ignorer. Maintenant, sur le fond, l'essentiel des Européens, de mon point de vue, parle de l'Ukraine parce qu'il faut bien en parler, mais le vrai sujet, c'est comment on fait pour avoir une industrie plus attractive, parce qu'elle est en train de se vider, y compris dans le domaine de l'armement, à un moment où Trump dit
nous n'avons, les États-Unis n'avons plus les moyens de vous fournir des armes et de les mettre sur votre sol. Si vous voulez une défense, vous achetez des armes américaines à vos frais et vous les aurez et vous vous démerderez. Et c'est ça. Et le sujet que nous avons aujourd'hui, c'est que nous savons collectivement que pour maintenir le niveau d'armement que l'OTAN a porté, nous allons devoir payer. La question, c'est de savoir si cet argent que nous allons devoir mettre dans l'effort d'armement, l'effort militaire, est-ce que cet effort, cet argent que nous allons mettre va à des armes européennes et spécialement françaises, ou est-ce qu'il continue à aller à des armes américaines? C'est ça le sujet qui se pose dans le sommet qui s'est posé au Conseil européen, qui va continuer à se poser pendant plusieurs semaines, et qu'au fond, personne n'a réellement résolu, parce qu'il y a des pays comme la Pologne qui disent « mais nous, on veut continuer à être sous parapluie américain, et donc on continuera à acheter des armes américaines ». Il y a des gens qui le pensent sans le dire aussi clairement, c'est l'Allemagne. Et puis il y a un certain nombre de pays qui disent, comme la France, c'est une opportunité. Et donc j'ai bien entendu que plein de gens m'expliquent, et Macron est un affreux jojo. Ce que j'écrivais dans une réponse à un commentaire ce matin, à un moment donné, et je veux bien qu'on déteste Macron, moi ça ne me pose pas de problème. Simplement, on ne peut pas dire « Ah, comme Macron respire, nous on va arrêter de respirer parce qu'on ne veut pas faire comme Macron ». À un moment donné, notre intérêt, c'est quand même de développer la défense française, l'industrie française, sachant que Macron, son mandat se terminera en 2027, et que là, on parle d'efforts qui porteront leurs fruits après 2030. Donc on ne peut pas aujourd'hui arrêter des choix stratégiques à est-ce qu'on aime Macron ou pas, qui est un épiphénomène. Notre sujet, c'est quelle France nous voulons après 2030. C'est ça qui se joue. Il y aurait une occasion extraordinaire pour le Parlement français de reprendre la main sur ce sujet, en disant en gros à Macron et à Bayrou, vous n'avez pas le choix, il peut y avoir un consensus là-dessus. On a besoin d'une position forte de la France maintenant au Conseil européen. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe, mais là encore, il n'y a pas que nos lecteurs, certains de nos lecteurs, qui effectivement sont paradoxaux. Les parlementaires français, ils ont une occasion là de réaffirmer le rôle du Parlement et de le faire pour le bien du pays. Et malheureusement, sur ce sujet, nous ne les entendons pas. Je crains que la France soit un pays fatigué et avachi, où plus personne n'a de vision, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, et que les gens vivent à la petite semaine et ne se disent pas qu'est-ce que nous serons après 2030. Bon, mais alors donc tout ça pour dire qu'il y a un projet fondamental qui est l'union des capitaux, sur lequel on va revenir tout à l'heure, sur lequel on reviendra en détail avec Ulrike Reisner vendredi, mais qui consiste à dire une chose vraie, c'est qu'en France, par exemple, c'est avéré, l'industrie de l'armement en France, donc c'est 200 000 emplois directs, c'est 100 000 emplois directs, 115 000 emplois indirects, c'est pas rien, plus 200 000 employés du ministère de la Défense, donc ça fait du monde. Les usines d'armement en France utilisent leur capacité de production à plus de 90%. Et donc il est indispensable de développer l'appareil productif français, dans le domaine de l'armement comme dans d'autres d'ailleurs. Ça correspond à ce que beaucoup de souverainistes appellent de leur vœu à travers la réindustrialisation. Et voilà, là on a un cas concret, c'est comment on se réindustrialise, comment on réindustrialise l'armement français en développant les capacités productives. Aujourd'hui, il y a un problème d'accès au capital. Je vais faire mes rengaines. Là aussi, ça énerve beaucoup de gens qui disent « mais enfin, dites-nous ce qu'on a envie d'entendre ». Le problème en France, c'est qu'il n'y a pas assez de capital. Plein de gens disent « c'est dégueulasse, il y a 90 milliards de dividendes distribués chaque année ». En réalité, c'est peanuts par rapport aux besoins nécessaires pour développer l'appareil industriel. Et comme nous n'avons pas de retraite par capitalisation, comme dans les pays anglo-saxons, qui parviennent à générer énormément de capital grâce à leur système de retraite, nous avons fait le choix de la retraite par répartition, eh bien donc nous avons un problème d'accès au capital. Il y a en Europe 10 000 milliards d'épargne, dont 3 000 milliards d'épargne en France, qui mériteraient d'être orientés vers l'investissement dans l'industrie, parce que aux États-Unis, c'est obligatoire, la retraite est par capitalisation, et donc les économies des Américains vont spontanément financer du développement industriel. En France, ce n'est pas le cas. Donc on a ce sujet, c'est comment on fait pour éviter les confiscations, comme on dit, qui ne sont pas à l'ordre du jour, que je n'imagine même pas, en tout cas pas sous ce motif. Et donc l'Union européenne va proposer une unification du marché des capitaux qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention, parce que potentiellement,
on va se retrouver avec une harmonisation de la fiscalité du capital. Et là, ça veut dire qu'on va donner une autorité supranationale. On va faire un transfert de souveraineté dans le domaine de la fiscalité auprès de la Commission européenne. Et c'est précisément parce que personne n'en a jamais voulu de ce transfert de souveraineté fiscale que l'union des capitaux patine. Et c'est là que nous allons devoir, nous Français, prendre position. C'est-à-dire, est-ce que pour continuer la gabegie de la sécurité sociale, on dit « Ah ben non, on ne trouve pas de solution française pour améliorer l'accès de nos entreprises industrielles aux 3 000 milliards qui dorment sur des comptes », ou bien est-ce qu'on se décide à bouger pour éviter un transfert de souveraineté qui sera inévitable auprès de l'Union européenne parce que les entreprises françaises qui disent « mais moi, ma banque, j'ai épuisé toutes mes possibilités de crédit, les banques ne me prêtent plus parce que je suis surendetté, mais j'ai des commandes qui arrivent pour fabriquer des obus, et il me faut absolument une ligne de production en plus, c'est un investissement de 50 millions, et j'ai besoin d'avoir accès à 50 millions d'investissements, comment je fais ?» Et les règles françaises font que je ne peux pas. Et on va avoir ces problèmes que beaucoup de Français refusent d'envisager parce que pour eux, ils ont une vie de salarié et ils ne comprennent pas les problèmes de financement des entreprises. Maintenant, nous avons ce sujet. On rappellera quand même qu'en France, moins de 20% de Français sont détenteurs d'actions en bourse, alors que 80% des Américains, à travers les fonds de pension, le sont. Et on voit bien la différence de culture, c'est qu'il y a une culture de prise de risque industrielle aux États-Unis qui n'existe pas en France, et nous avons ce problème. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est absolument insupportable d'entendre ce que je viens de dire et que je vais encore m'expliquer que je suis un horrible néolibéral, mais c'est le sujet. On vous fait croire que les entreprises, ça ne vit que des salariés et que les actionnaires et les patrons sont des profiteurs qui vivent sur le dos de l'entreprise. En réalité, une entreprise, elle a d'abord besoin de patrons avant d'avoir des salariés. C'est une terrible réalité et elle a besoin de financement avant d'avoir des salariés qui produisent. C'est terrible, mais nous, au courrier, quand on a des gens qui viennent nous trouver en disant « Est-ce que vous pouvez me recruter ?» Est-ce qu'on leur dit qu'on a besoin de salariés avant d'avoir besoin d'argent? Non. Voilà. On leur demande combien ils vont rapporter en chiffre d'affaires. Voilà. C'est la terrible, vous pouvez trouver ça abominable, mais c'est comme ça que les pays les plus riches vivent, et ceux qui ne font pas comme ça vivent dans la misère. Et un jour ou l'autre, il faut choisir, est-ce que notre modèle de développement, c'est la Somalie et le Mozambique, auquel cas on continue à dire les patrons sont des pourris, ou est-ce qu'à un moment donné on se dit, quand même avoir des hauts standards sociaux, des hauts standards de niveau de vie, c'est sympa, et à ce moment-là, il faut faire du capitalisme, mais personne jusqu'ici n'est parvenu à faire autrement. Et j'entends plein de gens qui me disent, mais c'est scandaleux, on va quand même pas, on n'arrivera jamais à concurrencer les ouvriers chinois. Mais pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un pays communiste et donc ils sont moins bien traités que vous. Voilà. Et un jour, il faut en tirer les conséquences, c'est que les pays les plus riches du monde sont ceux qui parient sur la capitalisation et la prise de risque et pas sur le fonctionnement, disons, de la fonction publique. Je me suis encore fait haïr. Alors, il paraît qu'on sort du néolibéralisme, tu nous disais. Le néolibéralisme. Donc, dans cette affaire, moi, ce que je retiens quand même, c'est que l'Union européenne revient sur un certain nombre de dogmes néolibéraux qui présidaient à son fonctionnement. Premier point, on a un document écrit de la main de la Commission européenne disant il faut une politique industrielle européenne. Jusqu'ici, l'Union européenne disait mais la politique industrielle, c'est un truc de communiste et l'État, ce n'est pas aux institutions publiques de prévoir une politique industrielle. C'est quand même une réussite qu'on ait une remise en cause de ce préjugé. J'insiste, ce qui est impressionnant depuis ce débat, mais en fait depuis plus longtemps que ça, c'est la perte d'influence de l'Allemagne, paradoxalement, dans les institutions européennes. Parce qu'en fait, ça va contre tous les dogmes. C'est l'Allemagne qui nous disait qu'il ne fallait pas de politique industrielle, que c'était communiste. Bon. Et donc, on a un vrai sujet, d'ailleurs, c'est parce qu'il faut le poser, il faut qu'au courrier on le pose. On nous a souvent demandé pourquoi on ne disait pas Frexit, matin, midi et soir, et on nous a trouvé tièdes dans nos réponses, mais parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui,
les institutions européennes dont nous parlons, elles ne sont plus pratiquées de la manière dont elles l'étaient il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Et le poids de l'Allemagne, en particulier sur les principes qui président au fonctionnement de l'Union européenne, est en train de diminuer. Alors, l'Allemagne s'est elle-même affaiblie en votant les sanctions contre la Russie, en se privant du gaz russe, on est bien d'accord. Mais on voit d'ailleurs comment un grand pays peut s'affaiblir, hein, la France, mais l'Allemagne aussi. Alors, ça nous pose une question, c'est que va devenir l'Union européenne et qu'est-ce qu'il va falloir penser d'un certain nombre de débats à venir. C'est ce qu'on pose aujourd'hui sur la défense, c'est ce qu'on posera sur l'Union des capitaux, mais on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'il ne faut pas être dogmatique. Autre victoire, puisqu'on va faire le bilan des points de vigilance dans 3 minutes, autre victoire sur les dogmes néolibéraux, c'est la question du libre-échange et de la préférence communautaire, puisque dans les règles de l'Union européenne, jusqu'ici, il était impossible de favoriser des entreprises communautaires par rapport aux autres entreprises. C'est le libre-échange tel que notamment la commissaire danoise à la concurrence l'a pratiqué de façon extrêmement dogmatique au risque de tuer des entreprises européennes pour favoriser des entreprises chinoises. Dans le domaine de la préférence communautaire, par exemple, l'Union européenne interdit les aides publiques aux entreprises et on sait que la Chine subventionne massivement son secteur de véhicules électriques, de voitures électriques, et l'Union européenne, l'Allemagne, il y a encore 6 mois, refusait de sanctionner la Chine pour ses subventions à son secteur électrique, alors que nous n'avons pas le droit de subventionner les voitures électriques, la production de voitures électriques en Europe. Et là, on revient sur ce dogme. On parle de préférence communautaire. On rappellera, c'est un sujet qu'il faut qu'on traite. Le général de Gaulle encourageait le libre-échange au sein de la communauté européenne. Il demandait que sur un certain nombre de secteurs stratégiques, il y ait une préférence européenne pour que l'espace européen puisse se constituer. C'est des débats qui visiblement reviennent au goût du jour. Et on va le redire, je n'ai aucune sympathie pour Emmanuel Macron, mais il se trouve que c'est la France qui aujourd'hui porte ce discours de la préférence communautaire en matière d'armement. Et donc, si on accepte de dépasser les marottes personnelles, il faut constater que là, il y a des victoires qui sont remportées par les souverainistes, les patriotes, dans le fonctionnement de l'Union européenne. Idem sur les aides publiques aux entreprises ou dans le domaine de l'armement. L'Union européenne, la Commission européenne ouvre de vraies portes, alors qu'on avait le dogme, on l'a beaucoup subi en France, beaucoup d'entreprises françaises ont été sanctionnées pour avoir été aidées par l'État. Et l'Union européenne interdit les aides d'État aux entreprises. Donc là, on a quand même des remises en cause des dogmes néolibéraux qui étaient portés jusqu'ici. C'est quand même une victoire. C'est complètement nouveau et il ne faut pas se tromper d'époque. Est-ce que c'est totalement satisfaisant et est-ce que ça veut dire qu'on doit dire c'est génial ce qui s'est passé et que tout va bien et on est heureux? Alors, évidemment non, c'est là que tu veux que la castagne commence. Attends, je prends les gants de boxe. Voilà, d'abord, le problème que je soulignais tout à l'heure, quand le Premier ministre espagnol dit « nous allons faire passer un message, nous, Conseil européen », et que Mme Kallas dit « non, non, c'est à nous de le faire », nous, institutions supranationales, organes supranationales, pardon, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que est-ce que les gouvernements reprennent la main dans une optique qu'on va appeler gaullienne, qui n'est pas facile d'ailleurs à mettre en œuvre à 26 ou 27. Hein, c'est ça le problème. Quand le général de Gaulle voulait une petite Europe à 6, il savait ce qu'il faisait. Il disait c'est déjà très difficile. Regardez la Suisse a 3 communautés, elle a mis 7 siècles à s'unir. Alors est-ce que vous croyez que nous, marché commun, communauté européenne, nous allons faire les choses du jour au lendemain? Bon, donc il y a un vrai problème. Il n'empêche qu'on ne peut pas imaginer que ce soit les institutions supranationales qui aient le dernier mot. Ça, je crois que c'est important. Et alors, moi, j'ai une deuxième objection majeure, si je regarde l'évolution de la guerre d'Ukraine. En fait, ce que disent tous les spécialistes militaires, c'est que chaque année de la guerre d'Ukraine, on en est à la 3e année, elle a vu une configuration différente des armements. Et aujourd'hui, en fait, on a des batailles de drones. Non ? Comment est-ce qu'on tient compte du fait, c'est bien que la Commission européenne fixe des process, mais comment est-ce qu'on tient compte du fait que, premièrement, aujourd'hui, ce serait plutôt des drones qu'il faudrait construire,
Et puis peut-être que en fait la question des drones, elle va être dépassée. Il va falloir anticiper sur d'autres tendances. Et c'est là que pour moi le processus n'est pas du tout clair, parce que je crains beaucoup que la bureaucratie européenne, même si on a le nombre les effectifs de la fonction publique européenne, c'est rien par rapport aux fonctions publiques nationales, mais malgré tout, ils sont puissants, ils ont des leviers, et donc ils risquent de nous mettre des processus lents de décision qui feront qu'on aura toujours une guerre ou deux de retard. C'est pour ça que j'ai toujours été contre les politiques industrielles confiées à des fonctionnaires, c'est que les fonctionnaires d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux d'il y a 60 ans. Sur ce que tu dis, on va suivre ces débats qui sont des débats extrêmement importants, mais l'Union européenne apporte déjà, enfin en tout cas le livre blanc d'Ursula von der Leyen, dont on redit qu'il n'a pas été validé, qu'il n'a pas été voté, donc qui énumère un certain nombre de propositions qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'ont pas force de loi. On redit qu'Ursula von der Leyen n'a pas proposé de confisquer l'épargne et que rien n'a été décidé en ce sens. Mais sur ce que tu dis, l'Union européenne, le livre blanc prend position. D'abord, il dit fondamentalement que la base de notre défense, c'est l'OTAN. Et moi, ça me pose quand même un sacré problème. C'est-à-dire que je pense que si l'Allemagne, sous influence française, si la Commission européenne, la confusion avec von der Leyen, si la Commission européenne a ouvert des portes sur un certain nombre de politique, on va dire, gaullienne en matière régalienne, elle le fait sous influence française, et c'est bien, mais elle ne les a pas complètement ouvertes, et dans le livre blanc de la défense, on va l'appeler comme ça, déposé le 19 mars par la Commission européenne, ce livre blanc, il est écrit que la pierre angulaire de la défense en Europe, c'est l'OTAN, et qu'on ne peut rien faire sans l'OTAN. Ce qui, moi, me paraît une aberration, puisqu'on voit bien que Trump est en train de se retirer de l'OTAN. Donc, bon, voilà, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Mais il y a ce point, c'est qu'il faut qu'on parvienne, à un moment donné, à décoller l'OTAN de la paroi, si j'ose dire, parce que c'est comme ça. Sur ce que tu dis, c'est quelle sera la stratégie? Alors, le livre blanc parle en effet d'efforts de financement en matière de drones. Alors, il y a une énumération d'un certain nombre de secteurs d'armement, etc. Et les drones en font partie. Mais sur le fond, tu as raison. C'est que la question, c'est est-ce qu'on veut, et on aura encore ce débat très souvent, parce que je ne suis effectivement pas d'accord avec certaines de tes positions. Est-ce qu'on pense que, parce qu'aujourd'hui c'est l'OTAN qui mène la stratégie de guerre, pour aller vite, la stratégie de préparation à la guerre, et l'OTAN elle est essentiellement tournée vers la menace russe, pour reprendre l'expression consacrée maintenant. Donc moi je pense qu'il y a une menace beaucoup plus pressante que la menace russe. Je pense qu'il y a une menace américaine. Quand je vois ce qui s'est encore passé au Groenland hier, où la femme du vice-président Vance est venue en conquérante au Groenland, moi je pense qu'il y aura bien plus de menaces militaires venant des États-Unis que de la Russie dans les années à venir. Et qu'aujourd'hui l'effort de réarmement, nous ne devons pas le faire contre la Russie. Bon, on ne sait pas ce que sera la Russie après Poutine, mais je pense que l'urgence n'est pas de nous réarmer contre un produit de 140 millions, contre un pays de 140 millions de personnes qui n'aura pas les moyens militaires de nous occuper, qui s'en fout sur le fond. Il peut nous menacer, mais voilà, on cherche les périodes historiques où la Russie aurait envahi l'Europe. En revanche, les États-Unis, je serais moins confiant. Et donc, de mon point de vue, rester accroché à l'OTAN, c'est rester attaché à son maître. Voilà. Et que le sujet, c'est si on veut avoir une force militaire européenne capable de se défendre contre la Russie ou contre les États-Unis, et de mon point de vue, surtout contre les États-Unis, il faut une stratégie de défense commune. La question, c'est est-ce que la France est prête à prendre le leadership sur les pays européens pour organiser une armée européenne qui nous garantisse une indépendance vis-à-vis des États-Unis? Moi, je crois que oui.
Je crois que c'est notre vocation historique. Mais c'est le Liégeois qui parle, celui qui vivait aux marches du royaume et qui s'est toujours dit la France a une influence naturelle. C'est le Liégeois qui parle parce que je viens de la ville où Charlemagne est né et que je me souviens qu'à un moment donné, l'Europe a besoin d'un projet impérial et que la France est le mieux placée pour le mener. Et projet impérial, ça ne veut pas dire qu'on envoie des armées tuer tout le monde. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un pays en Europe qui doit se détacher par son histoire, son rayonnement, pour conduire une vision européenne protectrice, respectueuse des libertés de chacun. Voilà. Moi, je crois à ce projet impérial français, mais je sais que je suis un vieux con. Voilà. Non, la question, effectivement, c'est de savoir où en est l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne mettra des bâtons dans les roues? Est-ce que l'Allemagne va préférer acheter américain? Quelle est la stratégie d'une entreprise comme Rheinmetall, par exemple, dont l'obsession c'est de faire pièce à ses concurrents français, plutôt que de se demander dans quelle mesure on pourrait faire comme font les entreprises allemandes entre elles, qui est de coopérer sur certains secteurs tout en étant concurrentes sur d'autres. Voilà. Et donc on ouvre, je pense qu'on n'a plus le temps là aujourd'hui de traiter ça, mais on ouvre un très vaste débat. Disons qu'il faudrait que les Français sachent ce qu'ils veulent et il faudrait que nos dirigeants effectivement fassent un stage pour se laver un peu le cerveau des clichés américains. Allez, vous les virez, les dirigeants, nos dirigeants ont été choisis pour être des vassaux. La question c'est est-ce que nous libérons notre instinct vital de seigneur? Elle est bien chargée celle-là, non? Non, mais c'est une imagerie médiévale qui nous plaît. Oui, on ne s'est même pas tapé dessus. Bon, il faut quand même qu'on se fasse quelques émissions, on va se taper dessus, Édouard, parce que sinon après... Ils vont s'ennuyer. Non, ils disent, mais comment Édouard, qui est si gentil, peut-il s'entendre avec un horrible Jojo comme... C'est parce qu'ils ne me connaissent pas, je ne suis pas si gentil que ça. Voilà. Bon. Et toi, tu n'es pas si méchant. Ne sois pas désagréable. Alors, on va finir par se disputer. Donc, c'est des blagues. Bon. On vous a ouvert, on a essayé de vous ouvrir les perspectives, ce qu'on croit être les vrais débats. On y reviendra. Et puis, tout au long de la semaine, on a des stratégones. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un stratégone sur est-ce que Poutine est un homme rationnel ou pas. Parce qu'au fond, il y a plein de gens qui, moi, m'accusent d'être poutinophobe. Alors, c'est vrai que je n'aime pas la Poutine, mais le Poutine, moi, j'ai pas d'avis dessus. Ah, c'est une blague mauvaise, je suis d'accord. Toi, tu es accusé d'être poutino, je sais pas quoi, l'âtre, fil, voilà. Et en fait, j'aimerais bien qu'à un moment donné, par-delà le j'aime pas, ce que je reproche, moi, aux réseaux sociaux, c'est d'avoir assuré le triomphe de j'aime pas, c'est l'Eurovision permanente. Moi, je pense que l'histoire reste une affaire de choix rationnel. Steve Witkoff, conseiller spécial de Donald Trump, son envoyé diplomatique, dit quelque chose de très intéressant. Il dit quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, nous, Américains, c'est que les présidents américains successifs, quand ils ont rencontré Poutine, et on sait que Biden l'a très peu rencontré, mais les autres, ils ont été impressionnés par le côté direct et rationnel du personnage. Bon. Et il dit... Et pourtant, on est ennemis. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je pense que Poutine, c'est l'homme le plus rationnel qui existe. Voilà. Et donc, il faut qu'on parle de ça. Alors, moi, je vais commenter... Ça, y a-t-il une menace russe? Oui. Comme ça va. Je vais commenter longuement l'entretien que Steve Witkoff a donné à Tucker Carlson cette semaine, parce que c'est assez étonnant, c'est très, 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 très long. Parle très longuement de Gaza, parle très longuement de la Russie. Et alors sur Gaza, il y a beaucoup de choses à critiquer, mais on est à l'intérieur de la machine américaine et de comment pense Donald Trump, voilà. Et même chose sur la Russie. Et on peut dire que d'une certaine manière, Steve Witkoff, c'est le Kissinger de Trump. Hein. On se rappelle Kissinger, conseiller de Richard Nixon, conseiller à la sécurité nationale. Alors c'est pas tout à fait la même chose, c'est un conseiller spécial, mais il nous ouvre des aperçus extraordinaires et il nous montre aussi très clairement les limites
de l'approche américaine. Donc ça, je vais en parler. Je vais faire un premier article ce soir, mais on va sûrement en reparler toute la semaine. Voilà, j'aimerais bien qu'on fasse dans Stratégone, qu'on parle un peu de Poutine. Et puis, vendredi, Ulrike Reichner, on parle de l'union des marchés des capitaux. C'est un sujet rébarbatif, je sais, mais qui est fondamental pour votre vie et votre épargne. Et puis, pour le reste, on continue à parler. On va faire une semaine dédiée au crack, à l'armement, et on n'a pas parlé de crack économique. Je sais que du crack mondial, je sais que c'est une angoisse. On va faire des papiers là-dessus. J'essaierai de faire une émission. Alors demain c'est compliqué parce que je fais un aller-retour à Lyon. On va essayer de faire des émissions sur le sujet. Puis on vous réserve quelques surprises en matière d'interview. À très vite et bonne continuation. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner au courrier. Merci.